se poser. Vous allez recevoir aussi Nicolas Provost-Monti pour des chiffres inédits. À tout de suite. Nicolas Provost-Monti nous a rejoint. Dans un instant, vous allez nous dévoiler ces chiffres de cette étude inédite que vous avez sortie sur l'immigration subsaharienne. D'abord, Marc Menant. Dévoilons aussi, c'est le sujet. Oui, dévoilons. Exactement. Dévoilons, j'étais en train de parler pendant la pause de l'inquiétante étude des vaccins, votre livre qu'il faut lire et relire pour ceux que ça intéresse. Je ferme la parenthèse, ne vous la racontez pas non plus. Hein. Alors, vous avez parlé de Sandrine Rousseau, qui a défendu le port du voile en l'inscrivant dans l'histoire coloniale de France. Je ne sais pas si on a l'extrait. On a l'extrait. Non, on n'a pas l'extrait. Je crois que c'est une question de droit, donc on n'a pas l'extrait. On passe pas l'extrait. Ce qui est intéressant, c'est que c'était le parangon des médias façon Mélenchon, puisque c'est la chaîne de LFI. Et là, on voit... La chaîne Le Média. Voilà. On voit quelle serait, pour eux, la manière de donner une parole libre, une parole incandescente, une parole qui est l'intégration d'une intelligence sublime. Je n'ai jamais entendu autant d'ineptie. Et alors, forcément, peut-être qu'elle se forçait. Toujours est-il qu'elle balbutie, elle tombe sur les mots, elle essaie de trouver, en étant aidée par le présentateur, une cohérence à ce qui n'est même pas une analyse. Alors oui, on en arrive à cela. Le voile, c'est la faute de la colonisation. Bah vas-y mon pépère, oui. On a porté le voile parce que les Français, quand ils sont arrivés là-bas, dès 1830, ont dit à ces tribus, parce que c'était des tribus qui étaient éparpillées, il n'y avait pas encore de territoire, maintenant, mettez-vous nus, il n'est plus question de vous voir dans cette liberté extrême où les hommes vous entraînent depuis si longtemps. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Cette femme, ça n'a pas fonctionné en Guadeloupe. Hein. Cette femme est quand même une universitaire. Elle a la certification... Comment, Charlotte ? Professeur. Voilà, elle a la certification de l'université, plus loin que ça, coprésidente de la fac de Lille. On se dit, là, il y a quand même quelque chose qui ne va véritablement plus dans notre société. On n'est plus dans l'indigence, on est dans l'effondrement total. Alors, elle va plus loin, Elle dit, par exemple, en quoi une femme qui porte un foulard ne serait pas capable d'émancipation. Ça montre qu'elle réfléchit quand même. C'est quoi s'émanciper ? S'émanciper, c'est échapper à un code, c'est échapper à un dictat. Donc, celle qui porte le voile, immanquablement, elle est dans l'effet inverse. Vous voyez, on en est là. Alors après, elle va encore plus loin. Elle dit, mais en réalité, c'est peut-être parce qu'elles ont la volonté de ne se montrer qu'à la personne qu'elles aiment. C'est-à-dire que là, cette femme qui se veut grande féministe, à part du principe qu'une femme ne peut apparaître dans l'aisance, je dirais, de sa chevelure, dans la facilité, la légèreté, que dans l'intimité de son mari. C'est-à-dire que c'est une ode au machisme le plus primaire. Mais non, et ça ne déstabilise pas celui qui l'interviewe. Après, c'est la réappropriation de son corps après la colonisation. C'est-à-dire donc les femmes qui étaient emmitouflées, même jusque dans les années 60, quand vous étiez dans certains quartiers d'Alger, les femmes étaient là portant ces tenues où n'apparaissaient que leurs yeux. Eh bien, pour elles, ça, c'est une façon d'avoir un corps en liberté. Alors, pour se le réapproprier, il faut donc renouer avec ces pratiques-là qui, malheureusement, pour ces pauvres femmes, étaient condamnées par la colonisation. On est véritablement, c'est ce que disait tout à l'heure Mathieu, dans la régression des libertés. La régression des qui devient une liberté en soi. Inversion de valeur. Non, mais c'est inouï. Et alors, toutes ces inepties ne cessent, on est dans les fadaises les plus totales. Après, elles passent également à la logique des policiers. Les policiers, en France, eh bien, c'est la virilité qui les anime.
C'est-à-dire qu'on ne mène plus une opération contre le narcotrafic, on ne va plus dans un quartier pour essayer d'établir l'ordre, même quand ce sont les populations qui vous appellent. Que nenni, mon ami! On est là dans la virilité, c'est-à-dire que je suis flic, j'ai un bel uniforme et maintenant je cherche des petits durs pour leur montrer qu'entre durs, on va se faire un combat de coq et qui va l'emporter. Vous vous rendez compte où on en est? Même pour les femmes policières. Non, mais tout est là. C'est-à-dire que cette femme représente l'indigence intellectuelle qui a été certifiée par la faculté. Dans tout cela, où est l'écologie ? Je me le demande. L'écologie, elle a disparu. Comment faire en sorte que notre société, cette société soit à la fois dans la modernité, tout en tenant compte des préjudices que nous pouvons avoir dans l'industrialisation? Tout ça a disparu. Ce qui compte, c'est porter le voile. Vive le communautarisme, c'est son sens de la laïcité. Merci beaucoup, Marc Menant, pour cette analyse sur les propos de Sandrine Rousseau et du port du voile. Charlotte Dornelas, vous recevez pour nous Nicolas Provost-Monty, que l'on connaît bien, mais qui nous a réservé ce soir l'exclusivité de son étude, l'exclusivité télé de son étude, une étude inédite donc sur l'immigration subsaharienne. Charlotte Dornelas. Voilà, en effet, vous publiez une note sur l'immigration subsaharienne en particulier, et vous qualifiez cette immigration-là de spécificité française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qualificatif étonnant ? Bien sûr, en fait, il nous a semblé que cette immigration en particulier était un peu sous-traitée dans le débat public sur les questions migratoires. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de certains pays d'origine, à commencer par l'Algérie, et pour des raisons tout à fait évidentes et légitimes. Mais si on prend les grandes masses de l'immigration et l'accélération historique de l'immigration que la France connaît depuis 20 ans, il faut bien dire que cette immigration en provenance d'Afrique subsaharienne joue un rôle qui est absolument central. C'est-à-dire que le nombre d'immigrés d'Afrique subsaharienne qui vivent en France a augmenté de 150% depuis 2006. C'est 3 fois plus que la moyenne de la population immigrée, qui n'a augmenté que de 50%, si je puis dire. Et ça consolide une spécificité française très forte, parce que c'est à la fois une immigration très récente, très nombreuse. Quand je dis très récente, c'est que la moitié des immigrés subsahariens qui vivent en France aujourd'hui, ils sont arrivés depuis 2010. Donc globalement des arrivées très récentes. On avait déjà de longue date l'immigration la plus africaine d'Europe, et c'est en cela que c'est une spécificité française. Environ 3 fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui est de la part des natifs d'Afrique dans le total de la population immigrée. Pendant très longtemps, la part essentielle était tenue par des flux en provenance du Maghreb, d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. C'est de moins en moins le cas, et l'événement le plus marquant de ces dernières années dans notre immigration africaine, c'est vraiment la poussée subsaharienne. Et alors justement, qu'est-ce que cette immigration subsaharienne représente d'abord dans notre immigration globale et surtout sur la pyramide des âges de la France aujourd'hui ? Alors on peut estimer qu'on a aujourd'hui en France 2,7 millions de personnes qui sont d'origine immigrée subsaharienne sur 2 générations. Sur ces 2,7 millions, vous avez 1,5 million d'immigrés au sens strict, des gens qui sont nés étrangers à l'étranger et qui sont arrivés en France. Et vous avez 1,2 million de descendants d'immigrés de 2e génération. C'est une diaspora qui est en très forte croissance, pour 2 raisons principales. La première, évidemment, c'est la hausse des nouvelles entrées en provenance d'Afrique subsaharienne. Le nombre annuel de ces arrivées de nouveaux immigrés dans cette zone, originaire de cette zone, a doublé en 10 ans. Mais il y a aussi un autre effet qui a à voir avec la très forte dynamique de la 2e génération. Et notamment une structure d'âge, puisque vous me posez la question, qui est l'une des plus jeunes dans l'ensemble de la population. Vous avez la moitié des descendants d'immigrés d'Afrique subsaharienne en France qui ont moins de 15 ans. C'est 20 points de plus que la population générale. Et ça tient notamment à ce qu'on pourrait appeler la fécondité différenciée de l'immigration subsaharienne, tout simplement parce que ce sont des migrations qui viennent de pays où les habitudes de fécondité sont parmi les plus élevées au monde. Et donc en France, le nombre moyen d'enfants qu'ont les femmes nées en Afrique subsaharienne est le double des femmes natives, c'est-à-dire des femmes nées en France. Et à rebours d'ailleurs des tendances globales de la natalité, c'est un nombre qui a plutôt augmenté ces dernières années. C'était 2,8 enfants par femme en 2006, c'est 3,3 en 2021. Et sans vous embêter, Nicolas Provost-Monty, pour être clair, lorsqu'on dit subsaharienne, ça veut dire quoi ? Afrique noire ? En fait, c'est l'ensemble de l'Afrique sauf le Maghreb, pour dire les choses clairement. Ce qui implique qu'il y a sans doute quelques Égyptiens ou quelques Libyens dans le lot, mais au regard de la structure de l'immigration en France, c'est vraiment dérisoire. Donc toute l'Afrique, sauf le Maghreb, absolument, pour être sûr de bien définir. Tout ce qui est dans le Sahara et au sud du Sahara. Pardon. Tout à fait. Charlotte, pardon. Et quel est le poids, est-ce qu'on peut savoir exactement quel est le poids de cette immigration en particulier sur notre économie ?
Et est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça se dégrade au fil des générations? Et évidemment, la question corollaire, quel est du coup le poids de cette immigration sur notre système social? Alors, le problème de fond dans cette interrogation, c'est que cette immigration vient de pays dont le niveau de développement humain, comme on dit, est souvent parmi les plus faibles du monde. Alors quand on dit développement humain, ça recouvre plusieurs choses. C'est évidemment le niveau de vie, le niveau de développement économique. C'est aussi l'état des systèmes d'éducation ou des systèmes de santé qui sont globalement défaillants. Il y a un autre effet qui a à voir avec les raisons d'arrivée de ces immigrés. Il y a une surprévalence des motifs humanitaires, donc en fait c'est le droit d'asile, des motifs familiaux d'immigration. Et quand vous combinez tous ces facteurs, fatalement, vous avez une immigration qui est confrontée à des difficultés d'intégration, notamment économiques et sociales, qui sont très marquées. L'élément le plus simple pour le voir, c'est la difficulté d'intégration dans l'emploi. Si vous prenez tous les immigrés d'Afrique subsaharienne entrés en France en 2023, au début de l'année suivante, vous en aviez à peine un quart, 25%, qui occupaient un emploi. Quand vous regardez le taux de chômage de ces immigrés, il est le double de celui des Français sans ascendance migratoire. Et à la deuxième génération, parce que c'est aussi votre question, Charlotte, ce taux de chômage est le triple des Français sans ascendance migratoire. Ce qui veut dire que la situation n'a pas tendance à s'arranger. À minima, les difficultés perdurent. Et donc, cette situation de sous-emploi, fatalement, elle implique une surconsommation de certaines dépenses sociales. Le cas typique, c'est vraiment le logement social. Les immigrés subsahariens sont les plus nombreux en proportion à vivre en logement social. Vous avez 57% des immigrés maliens ou sénégalais qui vivent en logement social, 52% pour le reste de l'Afrique. On pourrait parler de l'école aussi. Vous avez 60% des enfants de ces immigrés subsahariens qui sont dans les réseaux d'éducation prioritaire. Donc, c'est 3 fois la moyenne des élèves. Voilà, on peut multiplier les indicateurs de ce type-là qui renvoient effectivement à un bilan fiscal qu'on peut contester, pour dire les choses rapidement. Alors, la question de Christine, on évoquait l'immensité, on va dire, de l'Afrique subsaharienne et de ce que ça désigne. Il y a forcément des réalités différentes, notamment sur le terrain culturel et en particulier sur le terrain religieux. Quelle est justement la cartographie de cette immigration sur ce terrain ? Clairement, c'est-à-dire que là, les constats qu'on vient de dresser, globalement, sont valables pour toute l'immigration qui vient d'Afrique subsaharienne, mais évidemment, la région est tellement gigantesque qu'il y a des réalités différentes selon les pays d'origine, c'est évident, au moins sur 2 aspects. Par exemple, sur les niveaux de qualification, on se rend compte que les immigrés qui viennent d'Afrique guinéenne ou centrale, qui est une zone qui inclut par exemple le Cameroun, le Bénin ou le Gabon, ont un niveau de qualification qui est beaucoup plus élevé que ceux qui viennent d'Afrique sahélienne, donc le Mali, le Burkina Faso, etc. Et puis il y a un deuxième ordre de réalité qui est effectivement plus culturel ou religieux, avec une césure très nette. Si vous regardez les données des enquêtes INSEE qui sont disponibles, vous voyez que la très grande majorité des immigrés d'Afrique guinéenne et centrale se déclarent chrétiens, une moitié catholique, une moitié chrétien non catholique. Et à l'inverse, vous avez 85% des immigrés sahéliens, j'y reviens, Mali, Burkina Faso, Sénégal, qui sont musulmans, avec d'ailleurs un phénomène de poussée très forte d'une forme de rigorisme, alors que l'islam dans cette région du monde était globalement plus tolérant, plus ouvert que dans d'autres parties du monde musulman. Et ça, on le mesure en France. On le voit au Sénégal, par exemple. Oui, le Sénégal a beaucoup changé. Absolument. Et on mesure l'effet de ce rigorisme grandissant en France quand on voit les données sur le port du voile. C'est-à-dire que sur une décennie, la part des femmes immigrées d'Afrique subsaharienne musulmanes qui portent le voile a doublé. C'est la hausse la plus forte parmi toutes les origines migratoires. Et ça renvoie évidemment au phénomène de réislamisation des sociétés de départ. Et peut-être en un mot, par rapport à tout ce que vous développez, on va dire, dans cette étude, qu'est-ce qu'il y a comme enseignement particulier à retenir, on va dire, pour un homme politique qui déclare aujourd'hui vouloir maîtriser l'immigration, puisque c'est un thème qui revient assez régulièrement. Qu'est-ce que cette immigration en particulier enseigne ? Cette immigration, elle est par beaucoup d'aspects le reflet des conséquences plus générales de notre absence de politique migratoire, c'est-à-dire incapacité à choisir le nombre et le profil des immigrés qui entrent, très forte concentration géographique, bilan fiscal, budgétaire globalement négatif. Et donc ça appelle évidemment à se redonner les moyens d'un contrôle sur la politique migratoire, d'autant plus que la poussée démographique dans le siècle qui vient, elle sera du côté de cette région-là. En 2100, la moitié des naissances dans le monde seront en Afrique subsaharienne. Au Maghreb, le Maroc ou la Tunisie sont déjà passés sous le seuil de renouvellement des générations. Ce n'est pas du tout le cas dans le reste de l'Afrique. Dans le top 10 des pays du monde qui ont le plus fort indice de fécondité, vous avez une majorité d'États d'Afrique francophone, 6 enfants par femme au Mali, 6 enfants par femme en République démocratique du Congo. Et ça appelle donc à ce qu'on anticipe ces flux qui concerneront évidemment la France au premier chef. Merci beaucoup Nicolas Provost-Monti pour ces chiffres et pour cette étude. Et c'est assez étonnant de voir que ça n'avait jamais été fait. Merci infiniment pour votre travail. Merci pour cette exclusivité réservée à Face à l'info.